Donc pour, je sais pas, il y en a certains qui n'étaient pas là hier pour la première partie Voilà, les gens savent, les autres. de la conf donc avec Bertrand, que j'ai dû écourter pour des raisons de timing, parce que derrière il y avait d'autres conférences et que le décalage n'était pas permis. Là donc on en était hier au moment où Cobrasoft est racheté par Infogrames. Et donc, est-ce que tu peux nous rappeler vite fait, puisque la plupart n'étaient pas là hier, comment ça s'est passé, dans quelles conditions? Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, hein. Mais donc effectivement en 86, on a été contacté par Infogrames qui avait envie de nous racheter. Donc on a dit waouh, pas de problème, hein, d'autant qu'ils allaient développer la partie, on va dire, commerciale, qui n'était pas notre point le plus fort. Et donc, avec Infogrames, l'idée c'était de développer la marque, etc. C'est pas vraiment ce qu'ils ont fait, ils ont plutôt tué qu'autre chose. Donc, de la même façon qu'ils ont tué Informatique, en fait, hein, l'idée c'était de récupérer sur des parts de marché, etc. Donc en fait, au niveau anecdote, hein, justement, par exemple, sur Cobrasoft, on a dû continuer à développer. Nous, on s'est mis sur E-Tech Production, donc on a créé un studio indépendant. En laissant à Infogrames la marque, hein, nous on continue à développer en indépendant, avec une boîte qui s'appelait donc E-Tech Production, et on a dû développer encore 2 ou 3 titres qui sont parus sous marque Cobrasoft pendant qu'on était chez Infogrames. Donc, et en même temps, Air Informatique était aussi chez Infogrames. Et donc ça il doit y avoir un meurtre à Venise qui a été fait dans ces conditions-là. Les ripoux également. Et puis rapidement, en fait, ils ont tué la marque. Alors, ils l'ont tué d'une façon assez curieuse. En fait, c'est qu'un jour, un directeur commercial d'Infogrames se pointe, où j'entends parler qu'il a acheté des jeux qui vont sortir sous marque Cobrasoft. C'est même plus Cobrasoft d'ailleurs, c'est des Cobra. Et ils ont acheté des merdes infâmes, Massacre à la tomate. Un autre, c'était, je sais plus quoi, enfin bon, c'est des trucs, ça valait rien, hein. Et ils ont sorti ça sous marque Cobra. Et en plus, ils ont changé le logo. Il y a une boîte à l'époque qui s'appelait Fantôme, c'était une des premières boîtes qui faisait de la 3D en France, plutôt pour du print. Ils avaient commencé à faire de la 3D pour Canal+, qui avait fait une série de fables, les fables de La Fontaine, racontées par je ne sais plus qui, mais en images de synthèse. Et en images de synthèse, ces gens la cigogne, c'était 2 cylindres, une sphère et puis un cône pour faire le bec, quoi. Alors pour l'époque, ça paraissait étonnant, hein. C'était de l'image de synthèse un peu déjà, un peu propre, on va dire, hein. Et donc ils ont fait faire un logo Cobrasoft par cette boîte qui a coûté une somme inimaginable. Et en gros, c'était un bâton avec les LED Cobra empilées dessus, par les trous des LED, en fait, hein, donc qui étaient montés sur ce bâton, et voilà, c'était le nouveau logo Cobra. Donc nous on est tombé par terre, et puis on les a laissés faire, quoi. Mais bon, là, nous c'est n'importe quoi. Donc là, du coup, ils ont fait la marque. T'avais plus la main sur la direction artistique du Non, sur la partie Cobrasoft, bon, nous, ce qui m'intéressait, c'était de faire les produits. Après, une fois que c'était chez Infogrames, c'était, bon, bah, c'est vous qui les vendez, donc vous vous débrouillez, quoi, dans la mesure où vous faites ce que nous on a, enfin, que le produit est respecté. Donc nous, on était plutôt à se mobiliser sur, bah, justement, faire les titres. Et à l'époque, les titres étaient de plus en plus lourds. C'est-à-dire, en fait, bon, il commençait à y avoir plus de monde pour les faire, et donc, on ne s'intéressait pas trop à cet aspect. Puis en plus, ils ne nous posaient pas vraiment la question, hein. Ce qui fait que même, par exemple, moi, j'ai des gens qui m'ont fait signer des packages. Ces versions, je ne les ai même jamais vues de ma vie, hein. Des versions en anglais, ou des choses comme ça, ou pour Commodore, on ne savait même pas que ça existait. Pour les ripoux, par exemple, les droits, c'est qui était propriétaire? Est-ce que c'était Infogrames? Les ripoux, c'est différent, parce que les ripoux, on l'avait commencé sous E-Tech, et là, c'est moi qui avais les droits. Donc, si vous voulez un peu, j'en ai parlé hier des ripoux, non? Pas trop, quasiment pas. Les ripoux, disons que c'était une aventure assez sympa, parce que bon, les ripoux, c'était un gros hit au niveau cinéma, hein. C'est un des premiers films ils avaient fait 7 millions de spectateurs, ou 3 millions au début, enfin bref, ça cartonnait un max. Et on n'avait jamais fait d'adaptation de cinéma. Et puis c'était un univers qui était assez sympa. Et il se trouvait que ma sœur avait un petit ami, et ce petit ami, c'était un ancien policier qui était le scénariste des Ripoux, qui avait amené l'idée à Zidi,
et bon, qui avait co-signé le scénario, mais qui était vraiment à l'origine du projet. Et donc, par son biais, ça a été assez facile de contacter Zidi. Et la deuxième chose, c'est que les enfants Zidi, ses deux fils, étaient des fans de Cobra Soft, parce qu'ils avaient un Amstrad ou un Auric, je ne sais plus, et donc ils nous connaissaient très bien. Donc, quand on a envoyé la demande à Zidi, il a dû en parler assez vite, tu connais, on dit ah ouais, Cobra Soft, machin. Et voilà, ça s'est fait très simplement, et j'ai retrouvé le contrat là, il n'y a pas longtemps. Le deal, il est génial, hein. C'est, je sais pas, jusqu'à 10 000 exemplaires, on leur donne 1% des bénéfices, du chiffre d'affaires, je ne sais plus, enfin bon, 20 000, 2%, 30 000, 2,5%, enfin bref, c'est vraiment cadeau, hein. Et donc ça s'est très bien passé, on a signé avec l'agence, c'est Armédia en fait, qui était un peu le représentant, enfin c'est un gros agent dans le cinéma, quoi. Donc on a signé un deal très sympa, et puis on a eu pas mal de fonds. On avait toute liberté en fait, ils n'ont vraiment pas été embêtants, si on veut vérifier ceci, on veut vérifier cela. J'ai retrouvé aussi la cassette, nous avait donné la VHS, enfin pas la VHS, la cassette pro du film, des bandes annonces, on avait récupéré pas mal d'éléments de chez eux, mais c'est tout, on n'avait pas plus, on n'a pas eu plus de contacts que ça. Par contre, quand on l'a développé, là aussi, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on n'avait pas de modèle, on est resté très fidèle au jeu qui consistait en fait à dire le principe c'est d'être flic, de gagner du pognon, donc c'est vraiment le scénario de Ribou, hein, donc en gros l'idée c'est d'acheter un bistrot, un bar PMU à Vincennes, comme dans le film en fait, hein, donc de réussir à gagner 1 million de francs pour pouvoir se payer le bar PMU, tout en étant flic et en essayant de ne pas se faire virer et de ne pas se faire choper par les bœufs carottes. Donc le jeu, c'était un équilibre de faire à la fois les missions qu'on avait tous les jours au commissariat, de tiens, aller surveiller tel truc, ou faites une affaire, enfin faites tomber un tel, et puis en même temps de faire son petit business, sans taper trop fort pour pas qu'ils aillent nous dénoncer. Vous voyez, enfin, bon, ça reprenait beaucoup le scénario. Et pour le faire, c'était un peu la même démarche que pour les meurtres. On est allé passer, avec mon fils, on est passé au moins 3 jours à Paris, on s'est fait toutes les rues du 18e arrondissement, parce que ça se passe dans le 18e, Barbès, machin, Montmartre, enfin tout, et on s'est fait ça pendant 3 jours à marcher dans les rues, à faire des photos, à se prendre un peu dans l'ambiance de l'histoire, quoi. Et puis ces photos, elles nous ont servi par la suite, parce qu'en fait, évidemment, on ne pouvait pas numériser, on ne pouvait pas faire... enfin, la photo argentique évidemment. Et donc là j'ai retrouvé aussi les photos, et en fait c'est des photos noir et blanc. Et pour faire les écrans du jeu, en fait, on a découpé des éléments d'une photo qui sont collés sur une autre photo. Les arêtes des bâtiments sont dessinés au stylo pour avoir un peu de contraste. Et puis le graphiste ensuite a refait les photos sur l'écran, avec des outils vraiment basiques, sur des quasiment en noir et blanc. Voilà. Et le jeu se déroule à l'intérieur d'un panneau de co, pour se situer où est-ce qu'on est dans le quartier. En fait, il y a toutes les rues donc, qui sont dans le jeu, toutes les rues du 18e, on peut se balader dedans. Et en fait, on se balade, mais c'est un point, c'est un pixel. Hein. C'est comme dans presque tous nos jeux de l'époque, hein. Le joueur, c'est un pixel qui clignote, quoi. Et comme on ne peut pas représenter la carte en plein but, pour des raisons de mémoire, etc., la carte, c'est un tout petit carré qui doit faire, je sais pas, 16 par 16, 32 par 32, ou quelque chose comme ça, qui est à l'intérieur d'un panneau de co. Dans le décor, ouais, ça fait pas très très gros. On verrait, il y a des photos d'écran sur le meuble là-bas, et c'était tout petit. Et après, il y avait quand même des menus déroulants, des choses comme ça, bon, pour faire son petit business. Et on avait, pour rester un peu dans l'idée des jeux Cobra Soft, la notice, c'était un journal gratuit de l'époque. À l'époque, les journaux gratuits, c'était vraiment des papier journal de très mauvaise qualité, imprimé la plupart du temps en 1 ou 2 couleurs à tout casser. Et puis avec des annonces, quoi, voilà. Et donc on avait fait ça, on avait fait imprimer chez un imprimeur de gratuit. Ça coûtait vraiment que quick, et on n'avait même pas coupé les pages. En fait, c'était un 8 pages qui faisait à la fois notice, aide pour le jeu, mode d'emploi et puis promo. Parce qu'en fait, on en avait fait tirer peut-être 40 000, je ne sais rien, enfin une grosse quantité, ça coûtait vraiment pas cher, et donc on les mettait dans les boutiques comme éléments de promo. Et même dedans, il y avait une interview de moi, il y avait des choses comme ça qui servaient à vendre le jeu, quoi. Donc, on avait fait, mais il fallait quand même le couper avec un couteau, quoi, parce que les pages étaient pliées, et dedans c'est rigolo, parce qu'il y a
Donc il y a des aides pour le jeu, il y a des petites annonces, genre Marabout, enfin un peu tous les personnages, trucs de, je sais plus, enfin, cabaret, rugby en tout genre. Et puis il y a aussi des petites annonces, et dans les petites annonces, par exemple, il y a une annonce, c'est Bruno, rappelle-moi. Parce que Bonnel, je l'avais souvent au téléphone, où on avait des choses à régler, il ne me rappelait jamais. Et donc, et c'était à chaque fois, c'était les mêmes galères pour le joindre. Et donc, j'avais mis dans le opuscule, là, une annonce, Bruno, rappelle-moi. Et il y avait aussi des annonces du style à vendre, très bon prix, Alice 4K, TO7, Excel Vision, enfin que des squales, magasins sur stock. C'était quasiment à donner, il y a des petits clins d'œil comme ça sur dans la notice. Quoi. Voilà. Donc elle était... Et derrière, on a fait le jeu plateau. Et après, j'ai recontacté Armédia pour leur dire tiens, finalement, on va peut-être faire le jeu plateau. Est-ce qu'on peut étendre les droits au jeu plateau? Et donc, on a fait le jeu plateau Les Ripoux. On a vendu à un salon du jouet, enfin on a trouvé un éditeur au salon du jouet. Et c'était très sympa parce qu'en fait, à ce salon du jouet, tous les éditeurs qu'on a vus le voulaient. Que ce soit les gros éditeurs, comme ceux qui font le Monopoly, etc. Enfin, tous le voulaient, sauf qu'il leur fallait 3 ans pour le faire. Parce qu'ils étaient là au salon du jeu, du jouet, ils allaient le mettre chez eux en réflexion, et machin, et l'année d'après c'était fini, ce ne serait pas celui d'après, c'était encore dans 2 ans, ils allaient le proposer au salon du jouet. Donc on a pris un autre éditeur qui est plus petit, qui était Schmitt, etc. Et c'est un jeu, bon, c'est un jeu qu'on a fait à la va-vite, on va dire, on n'avait pas trop l'expérience du jeu plateau, c'était intéressant parce qu'on n'avait jamais fait. Et en fait on est resté très fidèle au jeu vidéo, donc avec un jeu quand même assez complexe au niveau des règles, parce que c'était à la limite du jeu de simulation, du jeu de rôle, du jeu de simulation économique, donc avec des règles quand même assez compliquées. Et la seule originalité, c'est que les règles étaient quasiment écrites sur les cartes, c'est-à-dire que quand on tirait une carte, c'était écrit dessus ce qu'on pouvait faire en fait. Et tant qu'on n'a pas compris ça, qu'on essaye de tout maîtriser les règles, où est-ce qu'on a mis les archives en ce moment, ils ont essayé d'y jouer, donc ça a arraché les cheveux. Bon, en même temps, elle n'a pas énormément testé non plus. Hein, mais enfin, bon, c'était une expérience intéressante parce que ça rejoignait un petit peu toutes les déclinaisons qu'on pouvait faire de nos jeux, ou l'envie de faire des jeux. Par exemple, on a aussi travaillé sur des grandeurs nature, parce que comme on avait la série Meurtre, etc., là, pourquoi vous ne faites pas des grandeurs nature? Donc, on avait créé un concept qui s'appelait Soirée Noire, donc un peu habillé comme les séries noires, en fait. Pour en faire. Ça s'est jamais fait. Et au niveau du jeu vidéo, vous en avez vendu suffisamment en quantité? Est-ce que oui, la société d'édition était satisfaite? Les chiffres, je suis fâché avec. Je ne connais aucun chiffre. C'est pas que je ne veux pas les dire, ça rentre, ça sort, je ne le maîtrise jamais. Donc si je le vois écrit, ça va. Mais les ripoux, on a fait des bonnes quantités. Et maintenant, là, on n'est jamais monté à des seuils, il aurait fallu payer des sommes très importantes à Armédia ou à Zidi, etc. Mais puis celui-là, il n'a pas été traduit, parce que bon, il avait... il est resté qu'en français, celui-là. Je pense qu'il est resté qu'en français. Par contre, il y a eu pas mal de versions. The Ripoux, c'est jamais sorti. Hein? C'est jamais sorti en anglais? Je crois pas. Non, ok. Voilà, donc ça c'est pour les ripoux, et donc avec Infogrames, parce qu'on parlait de là, petit à petit la marque est tombée en désuétude en fait, c'est qu'ils l'ont, comme Air Informatique, ils l'ont complètement arrêté. Quoi. Et à ce moment-là, nos produits ont continué de sortir sous Infogrames, et nous en parallèle, on a commencé à chercher d'autres éditeurs, parce que Infogrames n'allait pas fort bien à l'époque, ils ne nous payaient pas, et donc on a essayé de trouver d'autres éditeurs comme Logiciel. On a vendu donc quelques titres, on a fait quelques titres, on ne les a pas vendus, on les a fait sur commande en fait, ils nous ont demandé de faire quelques titres. Bon, c'était de l'alimentaire en fait, hein, parce que c'était Danver, j'apprends à dessiner avec Danver le dinosaure, je ne sais plus quoi, il y en avait un autre. Par contre, il y en a un qui était plus sympa, c'était Crazy Shot, c'était un jeu avec un pistolet. Logiciel s'était mis en tête d'importer un pistolet comme périphérique, comme Nintendo, etc. Donc ils avaient acheté un modèle qui était d'une fiabilité épouvantable. Et je me rappelle une fois, j'étais arrivé chez Logiciel, ils étaient en train de fabriquer des tubes en alu pour essayer de concentrer les rayons sur le capteur du pistolet. Alors ils démontaient tous les pistolets et puis ils faisaient un cornet en
papier un peu aluminisé là, pour essayer de faire un cône pour que ça soit un peu plus précis. Eux, ça s'appelait le phaser, le truc là. Ça me dit quelque chose. Et ils ont fait un western, eux ils vendaient le pistolet avec un jeu de western. Et nous on a fait un truc qui s'appelait Crazy Shot, c'était un stand de fête foraine avec des pipes, enfin différents décors sur lesquels il fallait tirer des cibles, etc. Enfin la précision c'était une catastrophe. Et sous E-Tech Productions on a aussi créé des jeux à nous, qu'on a acheté, alors notamment on en a un qui est une petite merveille, c'est Krypton Egg. Alors si vous aimez des shoot 'em up, enfin celui-là vraiment c'est un break machin, enfin c'est vraiment Krypton Egg, c'est vraiment un jeu très très sympa qui existe toujours, peut être téléchargeable sur le net. C'était un Belge qui avait fait ça. C'était un jeu magnifique. Donc on l'a édité. Nous on a fait que l'éditer. La seule chose qu'on a fait justement, c'était peut-être de lui donner ce nom-là. Et puis on avait fait aussi un truc qui était nouveau à l'époque, c'est que le nom du jeu c'était un code barre. À l'époque les codes barres c'était nouveau. Et donc le jeu, j'avais mis en gros le code barre du jeu, correspondant à la boîte en fait qu'on avait demandé. Et donc en gros il y avait marqué le code barre. Et en dessous il y a marqué prononcer Krypton Egg, quoi. Et bon voilà, ça faisait partie des petites astuces qu'on trouvait. Et on avait fait pour le lancement aux journalistes, on leur donnait le dossier et on leur donnait le dossier avec des œufs. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est des apéros japonais, enfin des biscuits apéritifs japonais, des espèces de d'œufs, comme ça, mais avec des traînées vertes. C'est un peu crado, quoi, ça fait un peu alien quand même un peu. Donc on mettait ces granulés là dans le dossier de presse pour les faire goûter aux journalistes. Et ça c'était donc, et ça le label c'était Insoft. On avait pris ce label là, donc on a fait celui-ci. Puis on en a fait un autre on en a fait pour Phil aussi. Alors, Phil, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la Camif qui avait créé la Camif avait vendu le plan informatique pour tous, etc., avec des clients dans les écoles, les instituts, les trucs comme ça. Et ils avaient créé une boîte de distribution qui s'appelait Phil. Et France Images Logicielles en l'occurrence, et à eux on avait réussi à leur vendre Canadair. C'était un logiciel de simulation de Canadair, quoi. Franchement c'était pas extraordinaire. Vous l'avez développé ou c'était... Oui, on l'a développé. Alors moi, il y a un truc que je trouve... Sur commande ? C'était sur commande ? Non, c'est un Canadair, c'était nous qui avions, on leur avait proposé. À l'époque, les Canadair, c'était un peu le début. C'était pas le début des Canadair, mais ils étaient pas mal, on va dire, médiatisés. Et je me rappelle, la couverture, on s'est pas occupé du titre. Un Canadair, on n'a pas demandé l'autorisation à Canadair. On a pris Canadair comme ça. Et la couverture, c'était un pilote de Canadair en tenue orange, là, devant un Canadair. Le tout en 16 couleurs évidemment, mais l'originalité, on avait mis une voix de synthèse au départ. On avait un générateur de voix de synthèse qui faisait genre autorisation, décollage, tout ce qu'il disait exactement. Enfin, il y avait une petite séquence comme ça audio avec la voix de synthèse. Et puis au niveau de la programmation, alors c'était un jeu vraiment, en gros le but du jeu c'est d'aller chercher de l'eau, décoper sur la mer, de redécoller et puis d'aller à l'endroit où il y a des incendies, de lâcher l'eau, etc. Mais c'était vraiment un scroll, un petit avion, il avait 2 caractères de taille, et puis il fallait évidemment voler le plus bas possible et puis pas se cracher, quoi. Et j'étais assez content de moi parce qu'en fait pour gérer le décor, on n'a pas fait de carte. Enfin, c'était une carte, c'était le dessin de la carte avec une couleur par hauteur. Évidemment, simplifié, par guillemets, je sais pas quoi. Et donc, selon le point, ça donnait une hauteur. Et en fonction du point où on était sur la carte, on mettait une colonne plus ou moins haute dans l'écran. Si c'était 100 mètres, on faisait 10 pixels. À côté, c'était 120 mètres, on mettait 12 pixels, etc. Et donc, en survolant la carte, on recopiait la hauteur. Donc, on pouvait aller n'importe où comme ça. Et on n'avait qu'à afficher les hauteurs du terrain. C'était pas très réaliste, non, c'était comme ça. Mais je dis ça parce qu'en fait, ça nous a permis de faire quelque chose de très original. C'est-à-dire qu'en 80, je sais pas comment c'est, 87 ou 88, il y a le gars qui s'est posé sur la place rouge à Moscou. Il y a un jeune qui s'appelait Mathias Rust qui s'est posé sur la place rouge avec un Cessna. Il est parti de Finlande, il est passé en rase-mode pour éviter les défenses soviétiques, les MiG et tout. Il est passé en rase-mode comme ça, en remontant dans les vallées. Il est arrivé à Leningrad, ou à Moscou,
à Moscou, hein. Il s'est arrivé là-bas à Moscou, il s'est posé sur la place rouge. Évidemment, il a été arrêté, etc. Mais tous les journaux ne parlaient que de ça, parce que personne, on était encore dans la guerre froide quand même, c'était pas encore, le mur de Berlin n'était pas tombé, enfin bref, ça fait tout un truc, et je me suis dit, là il y a un coup à faire avec Canadair. Donc à ce moment-là, comme la carte était très facile à changer, on a redessiné une carte un peu style URSS, enfin entre la Finlande et l'URSS, on a mis des montagnes, des vallées, des trucs comme ça. On est allé prendre une photo de Canadair dans un magazine d'aviation qu'on a dû aller acheter. On a redessiné le Canadair, le graphiste a redessiné un Canadair. On a trouvé une page de l'église Sainte-Basile, enfin les monuments de la place rouge, dans un Paris Match, ou un vieux Paris Match, un truc comme ça. On a découpé le dessin du Canadair, du Cessna au ciseau. On a collé le Cessna sur la photo de la place rouge prise dans le magazine. On a donné ça au photograveur. C'est parti à l'impression. En même temps, on faisait le jeu pour changer l'histoire du Canadair. On va mettre un Cessna à la place, trouver un système pour pouvoir se poser sur la place rouge quand même d'une manière ou d'une autre. Et puis, on a embringué ce truc-là. Et en même temps, j'ai téléphoné aux journalistes. On a fait un communiqué de presse. J'ai téléphoné à la ligne rouge d'Europe 1. En leur disant, il y a des gars à Chalon-sur-Saône qui ont fait un logiciel sur Mathias Rust, vous devriez voir ça, c'est quand même incroyable et tout. Une heure après, il y a des mecs d'Europe 1 qui ont téléphoné. Oui, il paraît que vous avez fait un truc, oui, et voilà. Et comme ça, on a fait des télés qu'on n'avait jamais fait. Tous les journalistes nous ont téléphoné. Moi, j'ai fait le journal de la 2 à 13h. Ils n'arrivaient pas à se dépatouiller de moi. Mon collègue, le dessinateur, je ne pouvais pas, c'est le même jour, il est allé à Télé Luxembourg faire le journal. On n'a jamais eu tant de presse pour un truc qui était, bon, objectivement, un peu une dope quand même. Mais ça a marché d'enfer. Et on en a tiré 20 000, là je me rappelle le chiffre, on en a tiré 20 000, c'était parti à l'imprimer tout en même temps. 3 semaines après le truc, c'était fait. Hein, il était en place, en vente, etc. Et puis on est parti en vacances. Ça devait tomber en juin ou quelque chose comme ça, on est parti un peu, puis quand je suis revenu sur le fax, il y avait plein de papiers dans le fax, genre avocat de Mathias Rust, cabinet machin, etc. Et puis on leur avait évidemment pas répondu parce que on n'était pas là, qu'on ne voyait pas ce qu'il y avait dans le fax, et ça les a énervés qu'on ne réponde pas. Ils ont dit, ouais les mecs, ils ont fait un truc, ils l'ont assigné, alors on est en procès, parce qu'on avait utilisé le nom de Mathias Rust. Alors, en premier temps, ils nous avaient mis en référé pour que ça aille vite. Ils nous ont interdit de diffuser le jeu, on s'en foutait parce que nos 20 000 exemplaires ils étaient en place. Donc voilà. Puis après, il y a eu le procès sur le fond, que je n'ai jamais été au courant qu'on avait le procès sur le fond. L'avocat qu'on avait pris ne nous avait pas prévenu et on a été condamnés. On a été condamnés à payer Mathias Rust, qui était en prison parce qu'entre-temps, il avait poignardé une infirmière. Il ne devait pas aller très bien, le garçon. Enfin bon. T'as pas pensé à faire une simulation là aussi? Il était en prison. Bon, donc quand même, on était condamné à lui payer quelque chose. Et puis en plus, c'était vraiment marrant, c'était les attendus du truc, les attendus du jugement. Parce que quand on a fait le dossier de presse, on a fait le dossier de presse, bon, la petite pochette, 4-3 pages, machin, une photo, toc toc, on a envoyé ça. Et au moment de le faire, j'ai agrafé avec une imprimante, on faisait tout à l'imprimante matricielle, hein. Mais on avait des fois la double hauteur hein, quand même, hein. Puis on avait des PCW, on se servait de ça. Et donc en double hauteur, j'ai écrit démenti, et puis en dessous, j'ai écrit la société E-Tech Production dément que Mathias Rust s'est posé sur la place rouge pour faire de la publicité à son logiciel Cessna over Moscou. Et puis j'ai agrafé ça sur le dossier. Et ben le juge, dans les attendus, il y a marqué oui, il y a eu vraiment du tort à Mathias Rust, ils ont vraiment exploité le truc. La preuve, c'est qu'ils ont été obligés de faire un démenti pour dire qu'ils ne s'étaient pas posés sur la place rouge uniquement pour faire de la publicité pour le logiciel, etc. C'était assez marrant, quoi. Ça fait des souvenirs assez. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne se posait pas du tout des questions trop juridiques ou des choses comme ça, que ce soit pour l'utilisation des noms.
Donc je disais hier dans les Mœurs, quand il y a des personnages, il y a plein de personnages de BD qui sont repris, genre Capitaine Haddock, des trucs comme ça qu'on a appris sans demander à personne, etc. Qu'on aurait pu faire quelques années plus tard. Ça n'a pas permis. Mais à l'époque, on ne se posait pas vraiment la question. Justement, toi qui as commencé donc en 80, enfin pas bien avant, mais la genèse vraiment de Cobrasoft, c'est 83-84. Donc tu as vu bien l'évolution du marché dans les années 80, même 90. Au niveau des droits, de la législation, de l'encadrement, de la concurrence, du comportement des concurrents, des trusts, des artisans aussi, des gens qui essayent de percer. Comment tu as vécu l'évolution? Parce qu'au départ, vous êtes une bande de passionnés, c'est moins on va dire que l'aquarium est moins plein de piranhas, quoi. Donc, comment est-ce que toi tu l'as ressenti? Est-ce que au contraire, tu étais vraiment dans ton coin, tu faisais ton truc et peu importe comment ça tourne autour. Non, enfin, il y a deux choses. Bon, effectivement, sur ces histoires de droit, bon, ça c'est un truc, au début on s'en occupait pas vraiment parce qu'on ne se rendait pas trop compte du problème. Par contre, on était très sur la défense du droit des auteurs, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qu'on éditait, on était vraiment très très clean là-dessus, parce que nous on a toujours reconnu les auteurs, étant auteurs nous-mêmes, si tu veux, c'est chez Infogrames, si tu veux, la notion d'auteur, c'était un truc qui n'existe pas. Pour eux, c'était à la Disney, c'est-à-dire en gros, c'est du collectif, il n'y a pas d'auteur. C'est la grosse bagarre d'ailleurs qu'il y avait entre Air Informatique et Loriciel, parce que justement, ils n'acceptaient pas trop. Et puis nous, finalement, on l'a accepté. Voilà, on a un peu laissé courir ce côté-là. Ce qui fait que par exemple, sur les CD, des choses comme ça, moi, j'avais aucun droit. On ne s'est jamais battu là-dessus. On n'avait pas fait un cheval de bataille. Mais en même temps, nous, on l'a toujours respecté pour les auteurs qu'on éditait, avec des choses assez claires, des contrats, et pas le côté, oui, c'est un peu flou, c'est des choses comme ça. Bon, après, mais c'est vrai qu'ensuite, si tu veux, petit à petit, on a professionnalisé les choses, c'est-à-dire que notamment, on parlait là des années 90 et du CDI, ça a été vraiment justement le moment charnière où on est passé du côté un peu artisanal ou petite structure à des choses beaucoup plus grosses. C'est-à-dire quand E-Tech Production s'est arrêté dans les années 91, quelque chose comme ça, toujours parce qu'on était sous-traitant d'Infogrames et qu'on n'avait pas en vivre, etc. Donc on a laissé tomber, on a arrêté les frais, on va dire, c'était un peu compliqué. Et donc en 92, moi j'ai commencé à faire du CDI pour Philips. Philips avait justement, je voulais que tu nous en parles aussi. Ouais. Et donc Philips avait cette machine à sortir, on n'avait pas de solution en matière de jeu. Et donc il s'est trouvé que nous on travaillait un petit peu avec eux sans réussir à percer, parce qu'ils n'étaient pas dans une logique allez, on met les moyens. Donc ils aimeraient bien vendre des jeux, mais bon, on ne savait pas trop quoi faire. Le directeur éditorial était plutôt sur des choses encyclopédiques, donc il voulait qu'on fasse des trucs sur Nicéphore Niepce, sur des choses comme ça, parce qu'on était à Chalon. Bon, on avait un système de développement, mais il mettait 3 francs 6 sous, quoi. Il ne jouait pas gros jeu, quoi. Et à ce moment-là, le patron donc Bonnel, son oncle était le copain du patron de Philips, et à ce moment-là, ils ont décidé, il me faut des jeux, fallait les faire par Bonnel. Donc Bonnel, lui, a signé un gros deal avec Philips. Et puis une fois qu'il a signé le deal avec Philips, il m'a dit j'ai pas le début de l'idée du quart d'en faire un, donc est-ce que tu peux me les faire? Et à ce moment-là, moi, alors qu'on venait d'arrêter E-Tech Production, je suis rentré chez Infogrames en me disant là, on ne fait pas en sous-traitance, on fait tu me payes en normal, quoi. On crée un département, et donc on a créé un département multimédia pour faire les CDI. Et c'est en ça qu'on a changé un peu de catégorie. D'abord, à la fois, on était toujours dans le côté un peu artisanal, parce qu'il n'y avait aucun outil. Il y avait des outils de Philips, mais qui étaient des outils vraiment basiques, pour faire des petites choses qui ne correspondaient pas à du jeu vidéo, en fait. Et par contre, donc, on a créé tous les outils dont il fallait se servir, puis il a fallu apprendre à faire du multimédia, en fait. Gérer de la vidéo, gérer du son, du dessin animé, des images réelles, des choses comme ça. Et ça a été très intéressant de découvrir ça, à 2 niveaux. D'abord, de découvrir ces outils-là qu'on ne connaissait pas trop. Et l'idée que moi j'ai eue, c'est pas de dire on réinvente tout
parce qu'on a jamais fait dessin animé, ben on va se mettre à faire du dessin animé. C'était plutôt pour chacun de travailler avec des gens dont c'était le métier. C'est-à-dire que pour ce qui était dessin animé, on a travaillé avec des studios de dessin animé. Et nous, l'apport qu'on avait, c'était de trouver l'interface entre eux et nous. C'est-à-dire trouver quelqu'un capable de servir d'interface avec un studio de dessin animé en disant vous avez l'habitude de faire comme ça, nous, nos exigences, elles sont comme ça pour des raisons techniques. On va trouver à apprendre à travailler ensemble. Parce que quand vous faites bouger un personnage en dessin animé, c'est pas du tout, c'est pas simplement de faire 25 images à la seconde ou 12 images à la seconde. Hein. Quand vous faites bouger, par exemple, dans Astérix, il y a un taureau qui court à un moment, et ben il y a des moments, le taureau, sur les dessins, il a 6 pattes. Parce que si on veut de la fluidité, ben, c'est comme ça qu'on fait en dessin animé. Hein. On triche en fait. Hein. Et ça s'invente pas. Quelqu'un qui fait du sprite, un dessinateur standard, il va vous faire 4 pattes qui bougent, hein, mais il ne pensera pas à mettre 6. Hein. Donc il y a des techniques comme ça qui sont utilisées. Donc ça, on a travaillé avec des gens dont c'était le métier, et la difficulté c'était de leur faire comprendre ce qu'on avait besoin. Donc il fallait trouver les bonnes personnes. Comme quand on faisait du son, on a bossé pour le tennis, il y a 500 commentaires du jeu, mais aller faire comprendre à un ingénieur du son, à l'époque, que la phrase numéro 27, elle va être entendue après la phrase numéro 412. Lui, quand il fait sa séance, il essaye que le son soit maintenu d'une certaine qualité, mais pour lui, c'est en continuité, ça va être sur un disque, ça va être une bande, etc. Ça ne va pas être mélangé. Donc, par contre, il faut leur faire comprendre ce truc-là. Maintenant, ils comprennent facilement, mais à l'époque, pour eux, c'était nouveau. Donc, on avait fait des storyboards interactifs pour leur montrer à l'intérieur d'un livre dont vous êtes le héros, un peu, hein, on faisait des storyboards comme ça, en leur disant, attends, là, maintenant, on est là, hop, on tourne la page, maintenant, on est là. Ah. Et donc là, ça va être lu après cette phrase-là. Donc les mecs commençaient à comprendre comme ça. Il y avait vraiment besoin de faire ce travail pédagogique pour leur faire comprendre ce que c'était l'interactivité. Parce que la vraie notion importante, c'est ça, c'est l'interactivité, c'est pas le multimédia. Un multimédia, il est permis parce que les techniques évoluent, qu'on met un son pourri ou du bruit blanc, maintenant on peut mettre évidemment des trucs etc. Donc ça, c'était des notions importantes. Et ce qu'on a appris par contre de Philips, c'était la méthode de travail. C'est-à-dire que Philips, il travaillait à l'américaine, avec des méthodes vachement carrées, où Infogrames, c'était un peu le foutoir, on va dire, un peu. Et puis on change tout le temps, on n'a pas une vision bien claire du développement. Chez Philips, c'était étape 1, étape 2, étape 3, même milestone, dossier jaune, dossier bleu, dossier vert, avec des dossiers très épais. Justement, on était obligé de décortiquer le produit, comme dans le cinéma. Le cinéma professionnel, vous prenez votre caméra, vous dites tiens, aujourd'hui je vais faire un film, et puis vous filmez. Faites un script, un scénario, un découpage, des dialogues, un plan de travail, et puis après, vous sortez la caméra. En jeu vidéo, on était un peu dans le côté je sors la caméra puis j'y vais quoi. Donc là avec Philips, on a vraiment appris cette méthode de milestone, de reporting, etc. qui était très intéressante parce qu'en fait ça bride pas du tout l'imagination, elle se passe un peu différemment, mais ça oblige vraiment à serrer les choses et puis à réfléchir avant de faire ce qu'on veut. Et ça c'est un élément qu'on a beaucoup de mal à faire passer aux jeunes souvent. Qui veulent s'y mettre, parce que les outils effectivement permettent tout de suite de faire l'interactivité, donc on se lance tout de suite dans la réa, alors qu'il y a une phase de préparation qui est importante. Et je me rappelle, on a embauché justement des gars qui étaient en formation, des filles, mais qui étaient en formation création multimédia, etc. Ils arrivaient, qu'est-ce que je vais avoir comme matos alors là, on a pris des Apple, on avait des Apple, on était les maudits par le service d'Infogrames, parce que c'était des PC, donc on était encore des francs-tireurs qui font chez tout le monde. Donc on avait des Apple, pas la meilleure période d'Apple d'ailleurs, en fait une cata, c'était la mauvaise période, il n'y avait plus de job, c'était une cata, ces machines, enfin bref. Mais enfin on avait des Apple, et ils me disaient ouais j'ai Macromind, j'étais comme ça. Ah non, t'es quoi, créateur, enfin t'es concepteur multimédia? T'as un crayon, une feuille, vas-y, conçois. On leur donnait quand même un Mac, mais histoire d'écrire sur un traitement de texte, mais ça, ils avaient beaucoup de mal à comprendre ça. Pour eux, ça y est, je m'y mets, là, voilà. Alors qu'il y a quand même toute une phase qui est de réflexion et de conception. Et ça, alors maintenant, évidemment, en jeu vidéo,
C'est comme ça, c'est quand il y a 500 personnes qui bossent sur un projet, c'est bon, aujourd'hui je vais faire une séquence, tiens, je vais animer un truc, etc. On est passé dans les mêmes modes de production cinématographique. Mais là, c'était un peu le début justement d'intégrer ces notions-là, même si on restait dans des trucs qui étaient encore relativement petits, puisque c'était pour faire un CDI, on en a fait 6. Dans des styles très différents, donc le tennis c'était des sprites photos et puis un peu de vidéo, chez Marco Polo c'était beaucoup de vidéos, c'était un film qu'on avait acheté, on mettait des extraits, plus de la simulation économique, on avait Pop-Up qui était un jeu d'arcade en fait, un jeu de plateau, enfin de rebond de balle, je sais plus quoi, je ne me rappelle plus exactement, genre jeu vidéo quoi. On avait Astérix, qui était là beaucoup un mélange de jeux de plateau et de dessins animés, avec beaucoup de dessins animés. Et les Schtroumpfs, encore autre chose. Et puis le 6e, je ne sais plus ce que c'était. Bon, bref, on a fait toute une série quand même très, très différente. Et c'était aussi le moyen de se dire on ne fait pas 6 fois le même, quoi. Si on veut apprendre quelque chose pour la suite, on va faire dans des genres très différents, mais avec des productions qui étaient lourdes. Mais en gros, c'était un développeur, un graphiste ou un studio de dessin, parce qu'il y a quand même pas mal de volume, etc. Et puis un chargé de prod, un concepteur, etc. C'était encore des équipes il y avait peut-être 15 personnes qui travaillaient sur un projet en comptant tous les graphistes qui allaient s'y mettre, etc. Alors que maintenant, évidemment, c'était plus 4 personnes ou 2 personnes, comme quand j'ai commencé à faire les meurtres. Bon, il y avait moi, au début je faisais même le programme, donc je faisais tout. Après, il y avait un graphiste, après, il y avait un programmeur, parce qu'on voulait des routines en langage machine ou des choses comme ça. Et puis, la plupart des jeux que j'ai fait moi, on n'était que 3 ou 4, quoi. Après, ça a commencé d'être dans des grosses machines. Et pour situer, les CDI qu'on a fait, les 6 CDI, on avait un budget d'1 million de francs par CDI. Pour nous, c'était énorme. Enfin, c'était énorme, c'était bien. La pré-production de Alone in the Dark 3, la pré-prod, ça coûtait 1 million de francs. La pré-prod, juste pour dire, voilà, ça va être comme ça. Bon, nous, on n'était pas du tout dans la... Maintenant, je vous en parle même pas. Donc, voilà. Donc, c'est un... Mais c'était intéressant, ce passage au professionnalisme. Et une connotation aussi du cinéma, c'est le côté production, coproduction. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a introduit sur un certain nombre de titres la notion de coproduction, c'est-à-dire on décale le prix du produit n'est pas payé par l'éditeur ou par on va faire une coproduction comme le cinéma, c'est-à-dire on va faire venir des gens qui vont produire le jeu et qui auront des parts de producteurs comme dans un film. Et donc, alors ça arrangeait bien Infogrames. Ça, c'était un truc que Bonnel voulait développer, etc., mais il ne l'avait pas vraiment fait. Et on s'est trouvé à le faire, nous, sur Full Metal Planet. Donc, on a fait l'adaptation de Full Metal Planet depuis le jeu plateau, enfin, le jeu de stratégie, qui était une petite merveille. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé faire. On a bossé beaucoup sur ce produit-là, mais il n'y a pas trop de pognon chez Infogrames. Et on s'était dit, tiens, c'est l'occasion de tester la coproduction. Donc, on a fait une copro, alors avec ma tante, mon père, je ne sais plus qui on a mis, enfin évidemment il y avait E-Tech Production qui était coproducteur, il y avait Infogrames qui était quand même un peu coproducteur, etc. Enfin on a fait rentrer des gens, dont des individuels quand même, qu'on allait chercher, même des journalistes, je me rappelle, enfin, il y avait des parts, genre une part à 10 000 francs, et puis, pas 10 000 francs, je me rappelle plus avec les francs, enfin bref, chacun pouvait prendre une part, et si c'était 10% du jeu, il avait 10% des bénéfices en fait. Voilà, donc ça c'est le principe du cinéma. Merci Bertrand. Peut-être des questions, je ne sais pas si quelqu'un voudrait approfondir un point ou n'aurait pas eu l'occasion de converser avec Bertrand sur son stand. Je ne sais pas. Non, oui, non. Avec Amstrad, ça se passait comment vous aviez carte blanche, vous présentiez le jeu, il l'acceptait, comment ça se passait? Non, il n'y avait pas d'acceptation. C'est pas comme chez Nintendo, je veux dire, n'importe qui pouvait faire un jeu pour Amstrad. Donc, ils n'avaient pas de droit de regard sur ce qui sortait sur la machine. Aucun droit de regard, aucune validation, c'est pas du tout le système des consoles. Non, on n'avait aucun fait, et puis voilà,
Après, par exemple, nous on a loupé l'occasion, par exemple sur Auric, on avait fait quand l'Auric Atmos est sorti, on a fait un bouquin sur l'Auric Atmos en une semaine. C'était grand, aussi c'était assez comique. Hein. L'Auric Atmos nous avait beaucoup plu, et quand l'Auric Atmos est arrivé, on était évidemment prévenu un peu en avance, on le vendait, donc on a dit on va faire un bouquin sur l'Auric Atmos. Donc, dès qu'on a eu l'Auric Atmos, Bertin a désassemblé la ROM, a imprimé la ROM désassemblée, enfin a sorti le listing de la ROM désassemblée, a écrit 4-5 chapitres sur l'Auric Atmos, a écrit quelques routines en langage machine, pour des appels de routine, des calls, ceci, cela, etc. Enfin, on a fait un bouquin sur l'Auric Atmos. Et ça aurait été génial que ce soit Auric qui le vende, enfin, pas l'importateur Auric à SN parce qu'eux, ils auraient pu en vendre beaucoup. Bon, nous, on était tout seuls dans notre coin. Ce qui était rigolo quand même, c'est qu'à l'époque, j'avais encore l'imprimé, donc ça devait être en 84, on n'avait pas d'imprimante laser et tout ça, hein, donc, même pas d'imprimante tout court, je n'en avais pas. Donc Bertin, il écrivait un chapitre, il l'emmenait où il bossait à Framatome, il imprimait le chapitre chez Framatome sur l'imprimante matricielle, et le soir, en revenant du boulot, il me donnait les feuilles de l'imprimante matricielle, moi je les montais comme un cahier de livres, en fait, avec les pages à l'envers, la pagination, etc. On imprimait les cahiers de 16 pages dans la foulée, avec une résolution, enfin c'est dégueulasse comme impression, mais non, c'est du matriciel, il n'y a pas de miracle. Hein. Et puis chaque jour, il m'amenait un cahier comme ça, ce qui fait qu'au bout de 15 jours, on avait le bouquin. Quoi. Donc le bouquin, on l'a imprimé nous-mêmes, après on l'a donné à relier à un imprimeur qui avait fait aussi la jaquette. Donc en 3 semaines, on avait sorti le bouquin qui était au cœur de l'Atmos. Voilà. Et alors là encore, j'avais mis ma patte pour faire une connerie, comme je fais souvent, un petit plus, c'est qu'en fait, quand j'ai fait la pagination, j'ai eu l'idée de paginer en hexadécimal. Mais pas qu'en hexadécimal, en décimal et en hexadécimal. Ce qui fait qu'en feuilletant les pages, on avait la conversion. On cherchait 95 en hexadécimal, on cherchait la page 95, il y avait la valeur en hexadécimal. Donc ça servait de convertisseur comme ça, peut-être la petite astuce, etc. Mais bon, ça aurait été génial qu'ASN le distribue. Eux, ils en avaient un, ils en avaient commandé un, qui était à peu près l'équivalent. C'était pas embêté, hein, parce que la moitié du bouquin, je sais pas, il fait 140 pages, hein, 120 pages, c'est la ROM, quoi, en fait. Hein. La ROM désassemblée, puis on a demandé à personne si on pouvait désassembler la ROM et puis la publier telle qu'elle. Hein. Mais personne ne nous a embêtés, d'ailleurs. Ils nous ont pas, à part pas prendre le bouquin, ils nous ont pas gênés. Donc c'était le premier bouquin que j'ai édité. Là. Beaucoup de liberté alors. Oui, à l'époque, il y en avait beaucoup. En même temps, ils étaient demandeurs parce que c'était pas la folie furieuse. Il n'y a pas de. Ils étaient plutôt preneurs de tout ce qui se faisait. Hein. Donc, ok. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Bertrand quand même. Pour ces anecdotes. Faire une hola aussi. Hein. On avait demandé une hola au début. Voilà. Merci. Voilà, quand même.